Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un honneur et un bonheur renouvelé de vous retrouver pour ce petit voyage d'environ 1h30 pour partager ensemble les avis sur une problématique économique, un rendez-vous hebdomadaire d'ordre économique. Certes, vous avez remarqué qu'on a changé de décor, on a quitté nos plateaux pour s'installer ici à Downtown, l'hôtel Downtown. Nous remercions notre ami Tarek Chabouni qui nous a donné l'occasion de squatter ici pendant ces 2 heures de temps. Une émission spéciale parce qu'on va parler langue française, spéciale parce qu'il y aurait un voyage à dimension historique, un voyage à dimension géostratégique et territoriale aussi pour qu'on soit plus bref. C'est un plaisir, un très grand honneur d'avoir à mes côtés un éminent journaliste, Monsieur Francis Guilles. Vous êtes le bienvenu en Tunisie. Il faut dire que vous êtes quelque part tunisien. Vous avez passé le plus clair de votre enfance ici en Tunisie. Vous connaissez le territoire tunisien centimètre par centimètre, vous me disiez tout à l'heure. On va parler politique, on va parler économie, on va parler stratégie, parce qu'on ne va pas se limiter comme d'habitude à un sujet particulier. On va donner libre parole à mes invités. Chacun va aborder le sujet de son point d'angle et selon ses expertises. Heureux aussi d'avoir à ma droite Silhedi Zaï. Silhedi, je ne sais pas comment est-ce que je dois vous présenter. Vous êtes ami de l'expert, vous êtes économiste, diplômé de l'ENSA, Paris, docteur en sciences économiques et professeur de l'université. Et je ne peux pas lire tout votre CV, sinon ça va prendre les 2 heures pour l'émission. Pas nécessaire. Tarek Chabouni, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci de nous avoir donné l'occasion d'être chez vous ici. Et je vous félicite pour tout l'effort et tout ce que vous faites pour le tourisme tunisien. Il faut dire que vous êtes militant. Vous vous êtes spécialisé dans tout ce qui est économie, essentiellement, et particulièrement dans tout ce qui est tourisme. Vous êtes spécialisé dans le tourisme de ville. On en parlera tout à l'heure. Marhaba. Simer Gaïda, vous êtes expert comptable, mais aussi vous êtes enseignant universitaire et vous êtes très présent dans la société civile. D'accord, il faut dire, et pour rendre à César ce qui appartient à César, vous êtes initiateur de cette initiative et nous vous en remercions. Si Rafa, oui, je suis chanceux de vous avoir aujourd'hui avec moi, sincèrement. J'ai suivi presque l'ensemble de vos interventions. Si je vais me confier à ce qu'on m'a présenté ici, vous êtes chercheur, anthropologue associé au laboratoire CITRES à l'université de François Roblet. Vous êtes architecte urbaniste, ça je ne le savais pas. Oui, c'est un visage médiatique très reconnu. Marhaba bik. Donc, Madame Raouda Gafrache, au fait, elle vient de nous sauver la face parce que, au fait, quand on préparait cette émission, c'était masculine, une émission. Et là, on s'est rattrapé. Merci beaucoup, Madame Raouda Gafrache, ingénieure hydraulique, docteur en sciences de la terre, spécialiste de la gestion et de la gouvernance et marhaba bik. De l'eau. De l'eau, surtout de l'eau. Voilà. Voilà. Alors, je commence avec notre invité, Monsieur Francis. Alors, 56-2024. On a tendance toujours à scinder cette période en 3 grandes périodes. La période Bourguiba, la période Ben Ali et la période après Ben Ali.
vous avez l'avantage d'avoir le recul par rapport à nous. Quelle lecture en faites-vous de cette période? Moi, j'ai connu la Tunisie à l'âge de 7 ans. J'arrivais de Londres, j'ai appris le français à Salammbô, où j'habitais. Je suis allé à l'école, donc j'ai connu la Tunisie coloniale. Je me souviens très bien de Tunis, de Carthage, de Bizerte. Pendant les années où nous avons vécu, parce qu'avec mes parents, nous avons quitté la Tunisie un an après l'indépendance, en 1957. Et je suppose que mon souvenir le plus vif de cette époque, c'est le retour de Bourguiba à Tunis, parce que nous étions sur les collines de Carthage, devant le lycée, j'étais en 6e, et on a donc vu le bateau arriver, et les collines autour de Carthage étaient noires de monde. C'était ça où on savait. Moi, je ne savais pas exactement ce qui se passait, j'avais 12 ans, mais néanmoins, il se trouvait que mon père avait connu Bourguiba avant la guerre, parlait l'arabe. Donc ça, je me souviens extrêmement bien du retour de Habib Bourguiba. Voilà. Et ensuite, je suis revenu en Tunisie à partir de 1975, beaucoup plus tard, mais comme journaliste et comme chercheur. J'ai eu la chance de travailler pour le Financial Times, qui est un journal éminemment économique, mais pas seulement. Et donc, ça m'a permis de visiter la Tunisie, tout comme les pays voisins, mais pas seulement la capitale ou 2 ou 3 villes côtières. Je passais beaucoup de temps à l'intérieur, au nord, dans la région du Kef, dans les mines de phosphate, parce que c'était notre travail d'aller enquêter sur place. On était sans doute le seul journal européen qui enquêtait sur place, qui allait voir les usines, les champs, qui discutait. Et dans ce contexte, en dehors de mes parents qui m'ont appris la Tunisie, ma mère était anglaise, officier d'état-major, ici en 43-44, mon père est né en Tunisie, mais les 2 autres personnes qui m'ont appris la Tunisie, c'est un homme qui nous a quittés il y a 7 ans, Sifad El Khlil, que beaucoup de gens à Tunis connaissent, et son épouse Zohra. Et quand Fadel était gouverneur du Kef, de Gendouba, patron de la société des phosphates à Betlaoui, je lui rendais visite et je passais 4 ou 5 jours chez eux, dans la famille Khlil, et ils me faisaient tout voir. Et je me rappelle du ministre de l'Information à la fin des années 70, au début des années 80, Moustapha Masmoudi, il m'a dit « Qu'est-ce qui te plaît tellement pourquoi tu vas au Kef à Gendouba? Pourquoi tu ne vas pas à Hammamet ?» Je lui disais « Hammamet ne m'intéresse pas particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est l'économie tunisienne, c'est comment que ça se passe loin de Tunis. » Certes. Alors, on va parler économie. Et quelle lecture en faites-vous pour cette période 2024 de 1956-2024. Écoutez, comme tout pays, la Tunisie à l'indépendance, en 1956, c'était une époque où le modèle de planification centrale, pas nécessairement soviétique, mais de planification centrale, prévalait, et donc l'État faisait tout. Alors il est de fait qu'à Tunis, à l'époque, il y avait des commerçants, il y avait de grands commerçants qui ensuite sont devenus industriels, mais il n'y avait pas vraiment d'industriels. Donc l'État a tout fait. Mais il y a 2 ou 3 problèmes qui se sont posés. Et pour moi, l'un des problèmes clés, parce que c'est la Tunisie d'aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé à l'agriculture. C'est un pays dont la base est agricole, quoi qu'il ait pu arriver par la suite dans le domaine du tourisme et de l'industrie. Or, l'Union des agriculteurs tunisiens avait pris position en faveur de l'opposant de Bourguiba, Salah Ben Youssef, et le président ne leur a pas pardonné. Et puis, il y avait les terres françaises, les terres de colons français qui ont été nationalisées et confiées à des coopératives qui n'ont jamais vraiment donné grand-chose. Et ce pays n'a jamais eu, à mon sens, depuis son indépendance, une politique agricole. Or, une politique agricole, ça veut dire former des gens. Les gens qui travaillent la terre dans ce pays, autant que je sache, n'ont pas de statut juridique. Les terres sont morcelées parce qu'avec les héritages, donc on a un problème de morcellement de terre. Je sais que c'est une affaire très compliquée, mais elle n'a jamais été adressée. Aujourd'hui, vous avez le problème de l'eau, c'est toujours posé. Mais avec le changement climatique, il est clair que le problème s'aggrave en grand dans toute la région, et d'ailleurs même en France ou en Espagne. Bon. Donc la question de l'agriculture, les gens qui travaillent la terre sont âgés, sont souvent des femmes.
Et moi, j'ai vu ça arriver devant mes yeux. Alors, dans les années 70 et au début des années 80, et grâce à Sifad El-Khlil, j'ai compris que l'État faisait quand même un effort. C'est-à-dire que la côte avait été développée pour commencer, ce qui était tout à fait normal, puisque c'était des régions plus ouvertes, plus éduquées, c'était plus facile. Le tourisme, bien évidemment, c'était la côte. Mais je me rappelle d'une visite chez M. Khlil à Metlaoui, un week-end avec des amis tunisois qui se sont mis à parler lors du pique-nique de Haroubi. Et Fadel leur a dit, vous savez, les Haroubis sont aussi tunisiens que les Sfaxiens et les Soussiens et les Tunisois, et il faudrait s'occuper d'eux, sinon ils vont se rebeller. En 84, c'est ce qu'ils ont fait. En 2010-2011, c'est ce qu'ils ont fait. Et pour moi, la fracture entre la côte, qui est assez pauvre aussi, mais qui a l'essentiel de la richesse, et l'intérieur des terres est le plus grand défi stratégique, sécuritaire, dans les années à venir pour la Tunisie. Parce que l'intérieur produit pour la côte et Tunis le phosphate, le pétrole, l'eau, les céréales et la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre. Mais si vous allez au Kef, ou à Gendouba, ou à Kasserine, l'équipement du point de vue santé, du point de vue école, est dans l'ensemble beaucoup moins bon que celui de la côte. Et la révolte du bassin minier de Gafsa en 2008 a été la preuve par A plus B. Enfin, on ne pouvait pas faire mieux. Et je trouve ça très malheureux parce qu'à Tunis, j'ai toujours senti, et c'est une chose qui me hérissait, que dans la bourgeoisie tunisoise, il y avait il y avait un mépris pour les Haroubis. Pas chez tous, bien évidemment, pas chez tous. Mais il y avait un mépris pour les Haroubis. Il y a quelqu'un qui m'a même dit un jour, vous savez, les Haroubis, c'est comme les Algériens, on ne peut rien en faire. Bon. Alors, bien évidemment, avec des attitudes sociales de beldi, de gens qui se prennent. Alors, l'autre côté de ça, c'est que dans cette même classe tunisienne, je crois que nulle part ailleurs en Afrique du Nord, on a des gens qui se comparaient à la France, qui se croyaient descendants des beys, ils se la jouaient. Alors qu'en fait, sur le plan intellectuel, ils n'étaient pas plus malins que les Algériens ou les Marocains ou les autres Tunisiens. Donc ça, ce sont des choses que j'ai appris grâce à mon père, grâce à ma mère, qui connaissait bien la Tunisie, mais aussi grâce à Sifadel et son épouse Zohra, qui m'a appris autant que son mari. Merci Frances. Moi, si j'ai à résumer cette introduction, professeur ou docteur Hedi Zaïm, je dirais que, au fait, selon M. Francis, nous avons raté la répartition de la richesse. Qui, moi, vous avez raté? Non, je parle, nous, la Tunisie. La Tunisie. Voilà. Merci pour l'invitation, pour commencer. Très heureux d'être là, d'être avec vous. Si vous permettez, moi j'ai oublié de souhaiter la bienvenue à nos invités aussi qui sont présents avec nous, des éminentes personnalités. Son Excellence Raouf Chati, M. Cedric Benawar, Leila Mallouli, Karim Sethom, Hatem Khalfallah, Mohamed Ben Mohamed, Mohamed Amin Khiari, c'est Ali Babou. Merci. Je suis très heureux de ce que vient de dire M. Guedes parce que ça rejoint un peu ce que je pense, ce que je dis, ce que j'ai parfois dit dans vos plateaux et qui m'a valu parfois les affres de certaines personnes présentes. Vous avez dit que le pays n'a jamais eu de politique agricole. Moi, j'avais dit à Tunis un jour que la Tunisie n'a jamais eu de stratégie économique. Le pouvoir de la Tunisie indépendante, depuis 1956 jusqu'à 2011, et plus bien sûr jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais eu de stratégie. On a géré, les pouvoirs ont géré. Bourguiba allait un peu avec le vent. Bourguiba était porté sur un tapis volant, Bourguiba. Et les choses se passaient comme ça. On n'a jamais eu de politique, et entre autres de politique agricole. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, pourquoi les régions de l'Ouest, sont-elles, pourtant elles ont des ressources, pourquoi les régions de l'Ouest et de l'intérieur ont été délaissées et n'ont pas pu se développer? J'ai dit,
que le secret, c'est qu'on a réprimé l'agriculture. C'est-à-dire, Bourguiba avait une obsession. Il fallait être comme le monde. Il faut faire comme ce que fait le monde développé. Et le développement pour Bourguiba, c'était l'industrialisation. L'agriculture ne pouvait être qu'à la limite au service de cette stratégie industrialiste et moderniste, si tu veux. Et c'est ce qui explique réprimer l'agriculture. Réprimer, quand je dis réprimer, ça veut dire faire payer le développement industriel par l'agriculture. Ça a été catastrophique pour ces régions. Et que ces régions ne pourront jamais se développer si l'agriculteur ne commence pas un jour à gagner de l'argent. Donc ça rejoint un peu ce problème. Si on devait... j'ai beaucoup apprécié l'intitulé de votre émission. Il y a 2 points. J'espère que je vais parler... Il y a un point, vous dites les turpitudes du passé, c'est un peu l'histoire, et les risques de l'avenir. Si on devait résumer, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire économique de la Tunisie indépendante et j'ai toujours dit que la Tunisie, l'État tunisien est né en crise et il est passé d'une crise à une autre. Toute notre histoire économique, et c'est la crise, c'est sûr, bien sûr, se solde toujours par un éclatement, etc. Et peut-être que la période cruciale pour comprendre les problèmes de la Tunisie aujourd'hui, c'est les années 70. Contrairement, je fais un peu de la provocation, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, cette période où le revenu s'est amélioré, où la croissance a battu des records, est celle qui a ancré les plus mauvaises pratiques dont souffre la Tunisie aujourd'hui et dont elle continuera à souffrir encore longtemps. Merci, Sidi Hadi. Docteur Rafa, مرحبا بك. À résumer, à écouter M. Francis et M. Dr Zaïm, il paraît qu'il n'y a eu que du ratage. Oui, mais je préfère rester dans la nuance. Ouais. Moi, je pense que lorsque Dr Zaïm nous rappelle qu'il y a eu toujours une absence, ou je dirais une invisibilité de la stratégie économique dans le pays, il met en exergue une véritable tare dans notre démarche de construction et d'édification de notre État de l'indépendance. Moi, j'estime qu'une des grandes tares de cette édification de l'État de l'indépendance a été la césure territoriale. Nous sommes dans un pays où, il faut le reconnaître, depuis le temps de la course, ça date à peu près du XVIe, XVIIe siècle, le pays qui était concentré sur son intérieur. N'oublions pas que c'est Kerouan, Sbaïtla, qui étaient à l'origine les zones de richesse et de pouvoir de ce pays. Et puis on se retrouve avec la course dans une sorte d'accumulation de la richesse sur la côte, sur la façade littorale du pays. Et donc, cette césure territoriale a été enracinée dans la réalité, avec le fait urbain, avec les grandes infrastructures, par le colonialisme, qui a fait de sorte, justement, que notre pays prenne cette forme. Et là, je rejoins totalement Dr Zaïm lorsqu'il dit que c'est dans les années 110 que ça a commencé. Et que cet écran de fumée qui était une sorte de réussite économique nous a fait comment dire, disparaître les véritables lectures réalistes du pays. Je m'explique. Qu'est-ce qu'elle a édifié, la France? Elle a édifié une économie qui est extractive à l'intérieur du pays. Lorsqu'on dit l'Ouest, non. Quand on dit l'intérieur du pays en Tunisie, l'Interland en Tunisie commence 10 km à partir de la côte. À partir de 10 km, vous êtes déjà à l'intérieur du pays. Kondar est à l'intérieur du pays alors qu'elle est 8 km. Voilà, à quelques pas de la côte. Donc, il y a une économie extractive à l'intérieur du pays, de l'eau, par exemple,
du phosphate, du blé, etc. Et il y a une politique économique d'accumulation sur le littoral. Et ça a créé un sentiment de très profonde frustration. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on fait tant d'efforts dans ce pays, à l'intérieur du pays, et il n'y a absolument aucune forme de réaction de la part de l'État, alors qu'on a vu, en fait, pendant toute la période qui est passée, la résilience dans ce pays a été à l'intérieur. On sort quand même de Covid. Et pendant Covid, qu'est-ce qu'on a remarqué? Ce ne sont pas les grands leviers de l'économie qui ont tenu le coup. Ça a été justement ce pays profond, ces jeunes femmes qui travaillent dans les champs, qui nous ont permis de survivre et de passer le cap. Mais je me dis aussi, ne soyons pas très durs avec la Tunisie. Il y a eu une globalisation dans laquelle nous n'étions pas intégrés de manière préparée. Elle nous a été imposée et elle était extrêmement violente. Et en plus de tout ça, moi je pense que maintenant c'est toute la planète qui est en phase de transition. Depuis la sortie de Covid, la guerre en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ce mouvement qu'on a vu à travers le monde qui est une lame de fond, qui va remettre en cause tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui comme paradigme de la gestion politique. Et je pense que dans cette phase de transition, seule l'intelligence tunisienne, ce véritable pouvoir que nous avons ignoré pendant si longtemps, cette véritable richesse et ressources du pays, je pense qu'elle doit être mise en marche, qu'elle doit être aidée afin qu'on trouve des solutions. Parce que ça va être la transition de toute la planète. Mais dans cette transition, il y aura des gens qui vont prendre le train et d'autres qui vont le rater. Merci, docteur Rafa Simeher. Si je vais une translation, donc, au fait, on parle de navigation à vue, d'absence de vision, d'absence de stratégie, et même si on a des plans, on n'a jamais eu une vraie planification. Je vous remercie d'abord pour cette émission, qui est une émission de fond où on a le temps de discuter des choses de fond. Alors, si Rafa et Francis me tendent la paix avec M. Hedi, là, effectivement, nous avons une accélération qui se fait. Cette accélération est mondiale. Et l'accélération ne s'est pas faite hier ou il y a 50 ans. C'est une accélération qui remonte à des siècles en arrière. C'est-à-dire que l'humanité connaît des phases d'accélération. Et je dis toujours, le monde, la biologie du vivant, connaît une lame de fond qui est connue. Nous allons vers plus de vélocité, nous allons vers plus de complexité. Et aujourd'hui, nous allons encore, rajoutant une autre variable, nous allons vers plus de rareté. Les accélérations qui ont existé au niveau du reste des peuples du monde, il y a 3 transitions essentielles qui ont été réalisées. La transition démographique, la transition agricole et la transition industrielle. Quand la Tunisie postcoloniale arrive, il fallait qu'elle gère ces aspects-là, puisque les autres pays développés avaient déjà géré ça. Mais que nous avons accusé des retards, entre autres, parce que nous avons été colonisés pas par les Français, nous avons d'abord été colonisés par les Turcs, par les Hosseinites, qui, eux, en fait, n'avaient pas négocié la révolution industrielle et qui nous avaient mis à la marge des révolutions et qui n'avaient pas géré la transition démographique. Et auquel cas, Bourguiba, quand il vient, il se retrouve, moi je suis issu d'une famille de 8 enfants, il se retrouve avec des familles avec un taux de fécondité de 6 enfants par femme, et il se retrouve avec une élite qui est pratiquement inexistante. Hein. Regardez combien il y avait de lettrés en Tunisie. Moi je me rappelle à l'IHEC en 87, nous n'avions pas de prof de comptabilité, nous n'avions pas de haut cadre. Et Bourguiba disait, voilà, il faut qu'on chante la transition agricole, c'est pour ça qu'il n'a pas investi beaucoup, allant directement vers la transition industrielle. Et allant vers la transition électronique et la transition électrique, c'est pour ça que l'enseignement doit favoriser pas les lettres, pas la philosophie, pas la dimension humaniste, mais plutôt la dimension technique, la dimension technologique. Et nous avons valorisé les ingénieurs, nous avons valorisé les médecins, nous avons valorisé les architectes, nous avons dévalorisé nos agriculteurs, nous avons dévalorisé ceux qui travaillent avec leurs mains, et nous avons créé un biais cognitif, culturel, où nous avons réprimé ceux qui travaillent avec leurs mains au profit de ceux qui travaillent avec leur tête. C'est la première cassure. Et ça, nous en payons le prix aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'économiquement, nous avons eu disons, pas véritablement de culture économique,
de stratégie économique, parce que la culture économique n'existait pas dans notre élite et qu'il fallait la créer. Et donc, nous payons les prix de ce retard-là. Et ce que je veux dire également, c'est le système que nous avons hérité, que Bourguiba trouve, ou que les régimes en place trouvent, c'est une économie de rente. C'est une économie de privilèges. Cette économie où certains groupes mettent la loi à leur disposition pour bloquer le système en leur faveur. Aujourd'hui, le système est bloqué et verrouillé par la loi. Il est verrouillé par ceux qui savent accéder à la loi et la manipuler à leur intérêt. Aujourd'hui, il faut casser le système législatif de rente, de privilèges, et le premier rentier, c'est l'État. L'État qui s'est approprié le capital, notamment le capital territorial, pour lequel nous n'avons pas demandé un bilan de ses réalisations, de son efficacité, de sa capacité à créer la richesse. Regardez les terres domaniales, regardez les terres fertiles. Qui c'est qui les exploite? Qui est capable de créer la richesse à l'intérieur comme au centre, comme sur les côtes? L'État n'a pas joué son rôle en valorisant, en sortant, en exportant de la valeur brute et pas de la valeur ajoutée. Nous sortons notre huile, nous sortons notre marbre, nous sortons notre sable, nous sortons notre sel à l'état brut. Nous sortons notre phosphate à l'état brut. Monsieur l'État, vous avez la responsabilité de laisser la valeur ajoutée en Tunisie et pas de nous laisser la pollution et pas de nous laisser l'assèchement de nos nappes phréatiques pour aller vendre vos produits à 3 fois rien. Et je veux conclure. Quand vous faites une planification, n'oubliez pas que nous, en tant que peuple, on se doit de vous demander un bilan. Vous n'arrêtez pas de nous faire des plans. Vous n'arrêtez pas de nous faire des stratégies. Quel est votre bilan? Dites-nous pourquoi vous n'avez pas réussi à réaliser vos objectifs. Dites-nous pourquoi vous avez fait plus que... Aujourd'hui, nous n'avons pas une analyse de toutes les stratégies qui ont été faites. Et malheureusement, nous sommes un pays en amnésie constante. Le régime qui vient efface ce qu'il est venu avant lui. Mais c'est une constante historique de la Tunisie. Nous n'avons pas valorisé nos anciens. Nous n'avons pas valorisé notre histoire. Nous n'avons pas valorisé nos archives. Nous n'avons pas valorisé nos compétences qui existent déjà. On croit qu'il faut réinventer à chaque fois. Chaque gouvernement qui vient, il efface ce qui vient avant et on reprend à zéro et à zéro et à zéro. On tourne en rond. Merci, Simer. C'était très enrichissant. Madame Gaflache, je crois que tout le monde ici est d'accord. Le secteur agricole a été certes délaissé, mais je me rappelle que 5-6 ans auparavant, on était dans un plateau à Tunisna et vous disiez que non, il n'y a pas de ratage, mais il y a une production agricole, mais c'est l'Occident qui en profite. Merci beaucoup, Sir Abdeltif, pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous. Je partage beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ai une petite nuance par rapport à ce qui a été dit avec mon recul d'expert ou de spécialiste dans le domaine de l'eau. Après, je ne vais pas faire une lecture rétrospective de ce qui s'est passé parce que je ne dispose pas de tous les éléments, malheureusement, mais je vais regarder ça du point de vue climat et prédisposition du pays en termes de ressources. Que voulez-vous faire dans un pays où on sort d'une colonisation et que le peuple ne sait faire que de l'agriculture à l'époque? Et que l'agriculture n'était pas à Sousse. Elle était à Gendoub, à Beige, les gens faisaient la culture des céréales et il y avait l'olivier. Je me trompe peut-être, mais il n'y avait pas de culture importante de certains légumes qu'on a maintenant, les fruits qu'on a maintenant, etc. Et donc la première chose qu'un pays devait faire, c'est d'essayer de produire avec la main-d'œuvre qui existait à l'époque, qui est l'agriculture, l'agriculteur. Et donc, la première chose que l'État a dû faire, c'est mobiliser l'eau. Si on veut irriguer, il faut ramasser l'eau de quelque part, la stocker quelque part, pour pouvoir produire avec cette eau. Et c'est de là que sont nés les grands périmètres irrigués dans le nord, ce qu'on appelle les périmètres publics irrigués. Des milliers d'hectares. Et donc, le barrage Sidi Sène qui a été construit à l'époque, il n'était pas construit. Il était construit, bien sûr, pour la protection contre les inondations, mais essentiellement pour produire pour l'agriculture, non pas pour l'eau potable.
Donc il y a une évolution déjà dans les politiques de l'utilisation de l'eau. Pourquoi on a construit les barrages dans le nord? C'est pas parce que on veut amener l'eau, c'est parce que l'eau pleuvait dans le nord. Donc le caractère géographique, disponibilité de ressources, c'est lui qui façonnait, c'est lui qui guidait l'homme où investir tel élément et pas un autre. Donc tous les barrages sont dans le nord, parce que c'est le nord où il pleut le plus, jusqu'à 1600 mm, alors que dans le sud, depuis X temps, ça ne pleuvait pas. Adrien, quand il a fait l'aqueduc romain de Carthage, c'est parce que Tunis n'a pas d'eau, ni de surface, ni souterraine. Et jusqu'à maintenant, le Grand Tunis recevait l'eau des eaux du Nord. 300, à peu près 250 millions de mètres cubes d'eau consommés à partir des eaux du Nord, de Barrage Sidi Selm et autres. Donc, je pense que le façonnage, du contexte économique du pays actuel, il a été quelque part guidé par la nature. Peut-être mal utilisé, et c'est là où je vais peut-être préciser un point particulier, c'est que c'est maintenant, avec l'acquis de connaissances et de savoirs scientifiques, on se rend compte que nous avons, avec ce que nous avons investi, et le manque d'évaluation, comme disait Meher, et que je confirme, c'est maintenant qu'on se rend compte que ce qu'on a fait, on l'a fait de façon très sectorielle, en oubliant tout le reste, et là on se rend compte de l'impact extrêmement important que ces activités agricoles ou industrielles ont impacté la nature, la biodiversité, etc., à laquelle on ne donnait pas de l'importance avant. Quand on a construit les barrages, il n'y avait pas, par exemple, les études d'impact sur l'environnement pour dire « faites attention à ceci, faites attention ». Il n'y avait pas, donc ça a été créé après. Donc, moi, je dis que l'homme a été guidé par la disponibilité de ressources. C'est normal quand moi, je dis maintenant, ce n'est pas pour donner raison au gouvernement précédent, mais c'est normal que tout ce qui est industriel est sur la côte, parce que c'est de là-bas que partait l'exportation. Ils ne vont pas exporter depuis Béja. Mais par contre, maintenant, avec le recul, ce que je dois dire, c'est que quand on a fait, par exemple, on sait très bien qu'on a deux types de ressources. Je parle du moins de l'eau que je connais. Nous avons des eaux de surface dans le nord et des eaux souterraines dans le sud, au niveau de Tataouine, etc. La mobilisation de l'eau dans le sud et dans le nord n'a pas été faite de façon à créer ce développement de façon concomitante pour faire développer le nord et le centre et la côte, parce que la côte, Sousse n'a pas de ressources, Mehdi n'a pas de ressources en eau, je veux dire. Monastir n'a pas de ressources. Jusqu'à maintenant, il recevoir les eaux du nord ou les eaux de Kérouan. Donc, on a développé donc la côte, on a développé le nord, on a créé de l'infrastructure, c'est important, on a investi, c'est quand même un capital qui est là-bas. Le pays, cette partie est peut-être pauvre, mais ils ont le capital. On n'a pas fait la même chose dans le sud du pays. Et on a... ça, c'est mon point de vue. Donc, tout ce qui est eau souterraine a été laissé à la traîne. Même point de vue planification de l'eau, on se focalisait toujours, on a de l'eau dans un barrage, ouvre une vanne, ferme une vanne, et on a laissé l'accès libre aux eaux souterraines, ce qui a causé un dommage extrêmement important. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la politique de l'eau? On a généralisé la pénurie d'eau dans tout le territoire. Et je m'exprime. Quand vous regardez la disponibilité en eau, si ça continue avec la pluviométrie qui existe maintenant, alors que dans le futur, ça sera de la sécheresse récurrente. Le seul gouvernorat qui dispose assez d'eau et plus d'eau qu'il en faut, c'est Béja. Tous les autres gouvernorats ont moins depuis bien avant 1900, peut-être 85 ou 80. On avait moins de 500 mètres cubes par habitant par an, qui est le seuil de pénurie d'eau absolu. Par rapport à la France, par exemple? Par rapport à la France, par exemple, je crois qu'ils sont à 4000. La France, ils ont une moyenne de 3000 mètres cubes. D'accord. Je vais revenir au deuxième point, peut-être que je pourrais développer ultérieurement. Donc, pour un pays qui veut développer, parce qu'on ne peut rien faire sans eau, certes, on a transporté de l'eau de différents gouvernorats. Par exemple,
Gasserine n'a pas assez d'eau. Pourquoi prendre l'eau de Gasserine pour l'emmener à Sfax? On aurait pu chercher d'autres. Mais la technologie, il y a 50 ans, n'était pas celle d'aujourd'hui. Est-ce que ma grand-mère est-ce qu'elle n'aurait jamais pensé qu'on pourrait un jour boire de l'eau dessalée? Donc, c'est lié aussi à la technologie, tout ça. Donc, moi, je dirais que le fait de vouloir faire du développement au niveau de la côte et à l'intérieur du pays, on a généralisé la pénurie d'eau parce qu'on a transporté. Celui qui a un peu plus d'eau donne à ton voisin, pas par solidarité nationale, qui est une bonne chose, mais qui a des conséquences extrêmement graves. Merci, Raouda. Donc, je vais donner la parole à Sitar, si vous permettez. Jusque-là, je crois que, d'après nos intervenants, ce qu'on a fait, c'est agir par tâtonnement. Il n'y avait pas une vision globale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il fallait investir dans le tourisme. On le fait comme ça parce qu'il y a quelques réussites. On a délaissé l'agriculture. Dans l'industrie, je prends la région par exemple du Kef, où on a lancé 7 à 8 projets qui ont tous fait faillite et qui devaient réussir théoriquement. La problématique horizontale reste la vision, la visibilité et la planification. Merci de m'avoir permis de participer à cette table ronde avec des opinions aussi éminentes et aussi argumentées, mais je me permettrai d'avoir une opinion un peu plus sentie parce que, malgré tout, je me rappellerai toujours de la Tunisie pauvre que j'ai connue dans mon enfance, celle où, dès qu'on sortait des villes, dès que je sortais de Sfax, je ne voyais que des Tunisiens en haillons, habitant des gourbis. Je me rappelle bien un village que je ne vais pas nommer, où la seule construction en dur était celle d'un Alsacien qui avait une épicerie et une maison. C'est tout. Maintenant, c'est une petite ville. Elle a sa zone industrielle c'est peut-être, en industrie, c'est peut-être des ateliers, c'est peut-être pas très développé, mais j'ai quand même vu le pays changer. Je l'ai vu quand j'étais au secondaire, ma prof de géographie m'avait dit la Tunisie est divisée en 4. Il y a une division entre le nord et le sud, et l'est et l'ouest. Je crois que dans toute cette histoire, la seule petite césure ou discordance, c'est entre le nord et le sud, parce que le sud-est s'est quand même un peu développé, peut-être grâce au voisinage libyen. D'ailleurs, ça introduit comme quoi nous ne sommes pas si isolés que ça de nos pays frontaliers. Donc, je voudrais juste dire, chaque fois qu'on fait un plan, d'abord nous avons fait des plans qui sont basés sur des idées qui régnaient dans le monde entier. Et il y avait, curieusement, la même idée du point de vue capitaliste que du point de vue des socialistes. Dans les deux systèmes, l'agriculture était estimée. Dans le livre qui était très à la vogue dans les années 60, qui est The Stages of Growth, il y avait l'idée qu'on appelait l'agriculture le secteur primaire. Et après, l'industrie, le secteur secondaire, et les services, le secteur tertiaire. Donc, c'était comme de la géologie. Ça, c'est le quaternaire, ça, c'est le tertiaire, et ça, c'est le secondaire. Et donc, nous avons fait les mêmes erreurs que nous avons vues ailleurs. Nous nous sommes trompés, mais avec beaucoup d'autres idées régnantes. Merci beaucoup, Sitar. Donc, je reviens à vous, Monsieur Guilles. Si on parlait un peu de géostratégie et la position géographique de la Tunisie, est-ce qu'on a été gâté? Je pense que surtout, moi je reviendrai aux 10 dernières années, depuis la révolution de la dignité. Parce que ce qui m'a frappé après ça, c'est qu'il
il y a une incapacité des entrepreneurs, des économistes, du syndicat, alors le syndicat, me semble-t-il, est très responsable, de pouvoir engager un débat économique, de faire un peu un bilan. Pas un bilan pour jeter le bébé avec l'eau du bain, un bilan en disant, voilà, un bilan critique. Il y a des choses dans les années 70-80 qui ont été bien faites. Par exemple, vous regardez les premières constructions d'hôtels 70-80, ça va. Quand on est arrivé à la deuxième vague des constructions d'hôtels à Hammamet Sud, ça devenait une aberration. Et tout le monde savait que c'était de la spéculation pure. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien d'autre. Bon. Donc, il y a des moments où il faut changer de politique. Et il n'y a pas, et ça m'a beaucoup frappé, que dans un pays qui est petit, qui fait 13 millions d'habitants, on n'arrive pas à avoir un débat raisonnable, avec il y a des tendances idéologiques différentes. Moi, j'ai essayé de convaincre certains à Bruxelles de financer ça, parce que je voulais organiser une table ronde qui soit, pas avec 36 personnes, mais 2 tiers de Tunisiens, 1 tiers d'Européens, l'accrocher à 1 ou 2 universités tunisiennes, européennes, tout ça, et puis faire un débat qui aurait été en français ou en anglais, mais doublé en arabe, pour que tout le monde ait accès, parce que c'est ça le grand problème pour moi, c'est que les élites se parlent entre elles. C'est ce qu'on est en train de faire là. Voilà. Au moins qu'on parle dans la langue du peuple, je veux dire, c'est pas une question. Et d'avoir un débat où des gens puissent confronter leurs idées. Et comme je l'ai fait en Espagne il y a quelques années, à la demande du ministre des Affaires étrangères en 2007, j'ai monté une conférence, mais bon, il y avait le plein appui de l'État espagnol, sur le coût du non-Maghreb. Qu'est-ce que ça coûte au Maghreb d'avoir des frontières fermées en termes de commerce et d'investissement? Qu'est-ce que ça donnerait s'il y avait des projets communs, Algéro, Tuniso, etc., etc. Et là aussi, il y a des choses qui étaient délicates à dire pour des Maghrébins, donc on a choisi des Européens pour les dire, parce que comme ça, ça gênait personne. Et il y a eu des tas de débats, mais très désordonnés. Les gouvernements et les présidents successifs, certainement, n'ont rien fait. De ce point de vue-là, c'était l'opacité totale. Et pourtant, on savait que le modèle... Effectivement, vous m'excuserez, Ilyes, parce que j'ai une petite remarque à faire. En 2004, le journal L'Expert a invité Robert Mundell, prix Nobel en économie. Et depuis, il y a un chiffre qu'on retrouve de partout, c'est 2 points de croissance qu'on a perdus à cause du non-Maghreb. Oui. Les 2 points de... Oui, non, mais c'est sans doute plus. C'est sans doute plus. Donc, il n'y a pas eu ce débat, il n'y a pas eu ces débats, et c'est un sujet de perplexité parce que la Tunisie a des élites, a des économistes, pas tous les hommes d'affaires ne sont fréquentables, mais enfin il y en a beaucoup qui ont fait du très bon travail, il y a des universitaires, il y a... là je pense que ce qui m'a frappé c'est l'attitude de l'UGTT. Mais là bien évidemment quand j'ai dit à M. Khalil, pourquoi est-ce que l'UGTT ne prend pas la tête de quelque chose comme ça? Oh, il m'a dit, tu sais, ça fait 20 ans qu'ils ont perdu tout repère intellectuel ou politique. Alors ne t'inquiète pas, bon, donc, parce que le syndicat pouvait, il fallait mettre tout le monde dedans. Et vraiment discuter, de dire, voilà, on ne va pas dire que tout a été mauvais, parce que, comme vous l'avez dit, tout n'a pas été mauvais. Mais il y a des choses qui auraient dû être changées à certains moments. On a fait ça, la loi de Tijani Chehali en 72, elle avait une logique. Ensuite, il fallait continuer. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans quel secteur on vise? Parce que, entre autres, le monde a changé. Pas seulement la Tunisie, c'est que le monde des années 70, 80, 90 changeait déjà vite. Aujourd'hui, il change encore plus vite. Mais ce qui était frappant, c'est que... Alors là, la Banque mondiale est aussi responsable parce que, à la veille du soulèvement, il y avait ce qui était affiché sur les écrans de la Banque mondiale sur la Tunisie. La Tunisie est l'élève modèle de toute l'Afrique et de tout le Moyen-Orient. Alors c'est une thèse qui a été complètement démolie par un chercheur libanais qui enseigne à Londres, Gilbert Achkar, dans un livre qui s'appelle « Le peuple veut ». Il a montré que les chiffres de la Banque mondiale étaient faux. Soit ils étaient truqués, soit ils étaient faux par erreur, simplement par manque de compétences intellectuelles. Et il l'a démontré, mais alors dans le détail. Bon. Et donc, il n'y a pas eu de débat. Et moi, le ministre pour lequel je travaillais à l'époque, M. Moratinos, était resté. Il m'a dit après, moi, je t'aurais demandé de faire un truc comme ça, un débat sur la Tunisie, où vraiment, on le fasse sérieusement. On appelle
un chat, qu'on ne fasse pas de politique à longueur de journée, mais qu'on regarde certaines politiques et dire ça ne peut pas continuer comme ça. D'autant plus que le modèle économique de la Tunisie des années 2000-2010 était déjà à bout de souffle. Je rappellerai qu'au Maroc, en 92, le roi se rendant compte, 10 ans après la faillite du Maroc, qu'il fallait repenser le Maroc, a organisé un groupe, le G14. Alors bien évidemment, c'était un groupe marocain, parce qu'ils ne voulaient pas que la Banque mondiale interfère. Ils ont réfléchi et ils ont produit un certain nombre de plans qui ont donné notamment Tanger, le port intercontinental de Tanger, qui ont donné un office des phosphates qui, contrairement à la Tunisie, se dégageait de l'emprise de l'État, c'est-à-dire on n'avait pas que des fonctionnaires, l'office des phosphates peuvent gérer leurs affaires et rendre des comptes à la fin de l'année. Mais elles peuvent monter des sociétés avec les Américains, n'importe qui. Et donc le résultat, c'est que, alors qu'en Tunisie, la Tunisie avait des fertilisants d'extrême qualité il y a 40 ans, avait une compagnie qui marchait bien, ben aujourd'hui, c'est pas à moi vous dire dans quel état c'est. Et au Maroc, on se retrouve avec une compagnie qui était la Belle au Bois dormant il y a 20 ans et qui est devenue un jour international. Ce sont des questions de décision politique. Sirafa, alors, on n'a pas su repenser notre économie et du moins, on n'a pas su capitaliser sur les quelques réussites qu'on a eues. Oui. Moi, je profite de la présence de M. Guillès pour parler et pour nous remémorer ce qu'étaient les villages et les villes minières du temps de la colonisation. Vous savez qu'à un certain moment, Metlaoui a envoyé en France les championnes de tennis. Le petit Paris. Oui. Il y avait des cinémas, il y avait des jardins publics. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? Eh bien, c'est très simple. On a considéré la zone minière comme une zone d'extraction, de la manière la plus colonialiste qui soit, même plus coloniale et même plus sous-développée que le colonialisme français. Ça c'est un constat que l'on fait pour dire que non seulement on n'a pas capitalisé, mais en plus on a dévalué ce qui existait. Lorsque vous lisez le superbe livre de Jean Duvigneau, chez Bika, vous vous rendez compte de cette manière avec laquelle l'État s'est comporté vis-à-vis de ces régions qu'il considérait comme étant marginales par essence, ontologiquement marginales. Alors qu'à un certain moment, c'était les mamelles de l'économie du pays. Elles auraient pu non seulement sauver le pays, mais faire la différence. Surtout que ce sont des zones qui étaient à la frontière avec d'autres systèmes et d'autres pays. Moi, je rejoins Simer lorsqu'il a parlé de chante. Et à mon avis, le chante n'est pas si mauvais. Parce qu'il y a des fois où on est dans l'obligation de faire des chantes pour pouvoir changer de paradigme. Et quand on ne change pas de paradigme et qu'on essaie d'entrer dans une nouvelle phase avec les mêmes outils, la même boîte à outils conceptuelle, eh bien on se trompe. Regardez ce qui s'est passé après la Révolution. Au lieu de dire, maintenant on va faire une sorte de grand brainstorming dans le pays pour trouver des solutions afin de sortir de la lornière dans laquelle on a été amené justement par la Banque mondiale et par les apprentis sorciers en économie de cette période-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, pour résoudre le problème du chômage, on va ouvrir la boîte à Pandore qui est la fonction publique. Ben, qu'est-ce que ça donnait par la suite? On s'est retrouvé pratiquement encore plus enfoncé dans notre crise. Le problème est un problème de paradigme. Le problème, c'est d'accepter des changements. Regardez ce qu'a dit tout à l'heure Mme Kafraj lorsqu'elle a dit oui, maintenant, il va falloir regarder vers la mer et dire voilà, notre ressource, elle est là. Et d'ailleurs, vous avez tout à l'heure dit, Simer, le foncier est entre les mains de l'État. Et la mer est entre les mains de l'État. Et non seulement elle est entre les mains de l'État, mais on est en train de dilapider la mer maintenant, qui est devenue un territoire stratégique en Méditerranée. C'est l'une des régions les plus chrysogènes maintenant dans le monde, parce qu'il y a énormément de problèmes au niveau du tracé des frontières maritimes. Or, la Tunisie, qu'est-ce qu'elle a fait pour la mer? Je vais vous dire. Elle n'a rien fait pour la mer. La Tunisie est arrivée à devenir 2 fois dans son histoire une puissance internationale du temps de Carthage et du temps des Fatimides. Vous savez à cause de quoi? Ou grâce à quoi? Grâce à la mer. Or maintenant, qu'est-ce que nous faisons à la mer? Nous utilisons uniquement la plage. Mais la profondeur stratégique de la mer, nous l'éludons dans notre démarche. Je voudrais terminer sur la question de la ville.
La Tunisie a, de son histoire, été l'une des rares régions du sud de la Méditerranée à être une civilisation citadine et urbaine. Or, parmi, à mon avis, l'une des causes principales de la marginalisation, non seulement territoriale, mais à l'intérieur même de nos villes, c'est l'absence totale d'une politique de la ville, d'une politique de la qualité de la vie à l'intérieur de la ville. Nos villes sont malades. Il m'arrive parfois, quand je viens à Tunis, que j'arrive très tard à la faculté de la Manouba, je viens de Hammamet, et je fais 2 heures entre chez moi et la fac de la Manouba, et je dis Tunis est une ville incurable. Pour une raison très simple. On a accumulé, certes, de la richesse, mais qu'est-ce qu'on a accumulé comme dysfonctionnement de cette ville? Et ce n'est pas la seule ville qui vit en dysfonctionnement. Et non pas seulement parce que nous manquons d'esprit esthétique ou d'initiative créative. Au contraire, on a parmi les meilleurs architectes du monde. Notre problème est que cette ville, ou les villes dans lesquelles nous vivons, il y a un énorme problème foncier. Et à mon avis, un des tabous de l'économie tunisienne, c'est l'accès au foncier. On ne le dit pas assez, mais le véritable capital en Tunisie n'a pas été utilisé dans sa grande majorité dans l'acquisition de savoir, de nouvelles technologies, d'une nouvelle économie industrielle, etc. Ça a été aussi dans l'accumulation du foncier. Pourquoi? Parce que le foncier en Tunisie est un levier de pouvoir. Rien qu'à voir les domaines de l'État. Exactement. Et ces domaines de l'État, malheureusement après la Révolution, qui aurait pu être la révolution d'un peuple pour l'accaparation de son avenir et de ses destinées, ça a été l'accaparation d'une partie de l'oligarchie administrative, de tout ce qui appartenait à l'État, et d'une forme, je dirais, de privatisation en sourdine de ses ressources. Sitark, docteur Rafat Khil disait qu'on était presque superficiel dans nos approches. Je ne pense pas qu'on a été superficiel. Je pense qu'il y a eu des approches de points de vue différents. Peut-être qu'aujourd'hui, nous n'arriverons pas à les concilier. Je suis personnellement convaincu que les Tunisiens peuvent faire plus. Je dirais en négociant plus, parce que ce pays que mon ami Rafa a dit qu'il était urbain a aussi une longue tradition aussi de négociation et de compromis. Malheureusement, depuis la Révolution, depuis 2011, il y a eu l'explosion des corporatismes. Chacun a tiré de son côté au point que la corde s'est cassée. Mais je pense que probablement il faudra revenir, comme quand l'arbitre au football siffle et que la balle revient au centre, il va falloir revenir au centre et au dialogue et au débat. Parce que je pense qu'il y a une sous-utilisation de l'existence. Et j'espère que ce n'est pas la conclusion. J'espère que c'est un point de démarrage. Merci. Je voudrais pour commencer saluer Tarek. Il n'est pas professeur d'économie, mais il est sans doute économiste. Mais je vais vous le dire, parce que je suis un peu critique vis-à-vis de ma corporation. Vous réfléchissez et parlez mieux des questions économiques que beaucoup d'entre nous, qu'une grande partie de nos économistes et dont je fais partie. Vous avez dit justement, je m'accroche, nous avons fait ce qui se fait dans le monde. Je suis très critique, je vais vous le dire pourquoi, vis-à-vis de notre histoire économique et de nos choix, etc. Mais je dis toujours, si j'étais à la place de Hadi Mira, j'aurais fait la même chose. C'est-à-dire, il y a c'est avec le recul qu'on peut juger, tiens, ce choix était un mauvais choix et c'est lui qui a... Mais si, probablement, à ce moment-là, si c'était moi le responsable, je vous le dis, j'avoue que j'aurais fait la même chose. Bien. Probablement, parce que j'étais de gauche, je me suis bien sûr, entre-temps, j'ai changé,
mais je vous dis que je crois que malheureusement, je suis un peu revenu à la gauche. Et si vous me demandez, mais entre parenthèses, je suis profondément anticapitaliste. Être anticapitaliste, ce n'est pas être contre l'économie de marché ni contre la libre entreprise, mais entre la logique, c'est une longue... Pragmatique. Ça veut dire, vous savez, la nature du capitalisme, c'est cette accumulation effrénée du capital physique. J'ai un téléphone 4G, il faut qu'il y ait la 5G, il faut casser tous les téléphones 4G. Et c'est-à-dire c'est un système qui doit tout le temps changer, massacrer ce qu'il y a, ce qui existe, et pour pouvoir produire, etc. Et j'étais peut-être remarqué un peu ce séminaire sur le problème de la transition climatique. Si nous avons un problème aujourd'hui, c'est cette course effrénée à l'accumulation des capitales. Donc malheureusement, à mon âge, je me retrouve de nouveau à gauche. Quand je vois à Gaza aussi, les Tunisiens n'ont plus confiance dans le système mondial. Très important. Il y a un énorme changement, On ne fait plus confiance à ce que nous dit la Banque mondiale, à ce que nous disent les économistes dominants, à ce que, etc. C'est vrai, on se dit, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas honnêtes, et ils mentent. Ils mentent donc. Et quelque chose que vous avez dit. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. Et si je critique beaucoup un peu notre passé, c'est parce qu'il y a une grande partie de la classe politique qui se réclament, qui veulent refaire ce qui croient que c'est une affaire de personne, que nous n'avons pas les bons dirigeants. Non, et c'est tout à fait un autre monde. Aujourd'hui, vous avez dit que de nouveaux paradigmes, etc. Simer, vous avez insisté tout à l'heure sur il faut suivre les changements. Et ma conviction personnelle, c'est que nos politiques ne sont pas conscients du changement. Nos politiques parlent peu de changement. Donc, est-ce qu'on est en train de faire rater le virage aujourd'hui aussi? Effectivement, comme on dit tous mes prédécesseurs, il est clair, encore une fois, qu'il y a un changement qui s'accélère. La Tunisie n'a pas saisi cette temporalité. Nos gouvernants n'ont pas compris quel est notre rôle dans le temps et dans l'espace. Et nous sommes entre le temps et l'espace. Notre problème, il est là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que d'abord, nous dépendons du monde. On n'est pas souverain, comme tous les autres pays. Nous sommes interdépendants des uns des autres. Nous sommes indépendants de notre position géographique, qui donne toutes les convoitises. Nous sommes convoités, courtisés, mais également, il y a une volonté de nous coloniser. Ce n'est pas parce qu'on a été décolonisé qu'on est sorti de la colonisation. Nous sommes toujours colonisés, mais d'une autre manière. Nous sommes colonisés économiquement, nous sommes colonisés financièrement, nous sommes colonisés culturellement. Et ça va en s'accélérant et en s'aggravant. Je parlais avec M. Francis hier, et je partage parfaitement son analyse. On parle d'un ratage. Si on n'a pas décollé après 70 ans, c'est qu'on a raté des choses. N'est-ce pas? On a raté quoi? Et à des degrés divers. On en a certainement réussi, comme vous avez dit. Hein, on sortait des villages où vraiment les gens vivaient dans une pauvreté noire. Aujourd'hui, nous avons des villes, nous avons des infrastructures. Mais là où je rejoins Dr Rafa, nous avons raté nos villes. Nous avons raté l'urbanisme. L'urbanisme qui crée le bien-être social, nous l'avons totalement raté. Le patrimoine foncier a été fermé par l'État, a été fermé par les rentiers, a été fermé par les banquiers. Et aujourd'hui, ce que vous avez raté, ce que nous avons raté, c'est nos jeunes. Pensez-vous que nos jeunes pourront se marier, louer, acheter un terrain, acheter une voiture aujourd'hui? C'est impossible. L'équation est tellement impossible qu'ils reculent l'âge du mariage et que même s'ils se marient, ils vont divorcer parce que financièrement, nous avons bloqué la machine. Et c'est pour ça qu'il y a une hémorragie de cerveau. Cette hémorragie de cerveau est la fermeture totale de toute perspective, d'abord à nos jeunes. Et pire encore, nous exportons la pire des choses, nous exportons nos cerveaux gratuitement à ceux qui vont nous coloniser de nouveau.
Le ratage également, c'est le ratage de notre position géographique. Le détroit de Sicile, où 40% du commerce mondial passe par le détroit de Sicile, où l'écrasante majorité des câbles sous-marins passe par le détroit de Sicile, ça veut dire le réseau Internet, où la zone économique exclusive est dans le détroit de Sicile, que nous ne savons pas exploiter, je vous rejoins parfaitement. Nous avons raté notre port en eau profonde, qui aurait dû être à Bizerte pour capter une partie du trafic international, pour capter une partie de la maintenance de ces bateaux, une partie, en fait, du business qui transite, il faut le capter. Nous avons raté nos ports et nos aéroports. Les aéroports, vous n'avez pas le droit, messieurs les gouvernants, de ne pas mettre un hub aéroportuaire tunisien et de sortir de 5 millions de touristes pour aller vers 15 millions de transitaires. Nous sommes au milieu du monde. Et aujourd'hui, ne pas comprendre que nous avons un pôle aéroportuaire urgent à mettre en place, soit vous redynamisez une FISA, qui était prévue pour 10 millions de transitaires, soit c'est un crime parce que vous n'avez pas servi votre peuple, ou bien faites un aéroport qui ne soit pas l'aéroport actuel, qui est totalement saturé, qui n'est pas à sa place. Et avec le revenu foncier que vous pouvez en générer, vous pouvez fabriquer un aéroport qui joue le rôle de hub. Nous sommes au milieu du nord et du sud, nous sommes au milieu de l'est et de l'ouest. Pourquoi laisser cette place à Istanbul? Pourquoi laisser cette place à Dubaï? Pourquoi laisser cette place au Qatar, qui sont totalement excentrés? Nous avons raté également quelque chose de très important, les pénétrantes. C'est-à-dire le chemin et le réseau ferroviaire. Le colon est sorti, nous n'avons pas rajouté 1 kilomètre de plus. Nous avons, au contraire, effectivement, certaines lignes ont été tellement dégradées qu'elles sont fermées. Nous avons raté notre intégration maghrébine. Nous avons intégré. Vous imaginez si j'ai envie d'envoyer une marchandise à Alger, je dois aller à Marseille pour revenir vers Alger, mais vous vous rendez compte de la stupidité que nous faisons. Nous ne sommes même pas capables de faire du cabotage, c'est-à-dire un bateau qui transporte sur tout le nord de l'Afrique, de Nouakchott au Caire, pour transporter de la marchandise et des hommes entre le Maghreb. Nous avons raté tout ce qui aurait fait également la valeur. Nous avons des positions stratégiques en termes de côtes que nous avons dilapidées. Regardez le massacre que nous faisons au niveau de notre littoral. Les gens rêvent d'avoir 1 kilomètre de sable. Les gens rêvent d'avoir de la plage, de la mer. Les gens rêvent d'avoir des vues sur les lacs, sur des plans d'eau. Le lac de Tunis, pourquoi la voie de la Goulette n'est pas faite de cafés et de restaurants, etc., avec un train qui les emmène? Chaque plan d'eau, chaque mètre carré est une ressource. Peut-être vous êtes jeune. Moi, je me rappelle très bien un discours de Mzali quand il lançait le projet du lac. Effectivement, dans le plan initial, il y avait des salles de sport, des restaurants sur la côte TGM. Donc la spéculation a pris le pas. Je rejoins donc Rafa. Aujourd'hui, nous avons mis une économie spéculative, une économie rentière, une économie sans valeur ajoutée. La théorie de la valeur doit être réanalysée dans ce pays. Et nous avons raté également notre fiscalité. C'est un ratage au niveau... Aujourd'hui, le Tunisien est doublement fiscalisé. Il est fiscalisé par la pression fiscale qui est de 31%, mais il est fiscalisé par le non-service. C'est-à-dire que je paye un impôt indirect dans la mesure où je vais acheter de la santé privée, où je vais acheter du transport privé, où je vais acheter de l'éducation privée, et j'en passe. Donc, ce que l'État ne fait pas, je vais me le payer au prix fort. Donc, une réforme fiscale est indéniable et est importante. Autre chose qui est très importante de dire, le partage du monde. La Tunisie a été mise par la Banque mondiale dans un coin où elle doit donner des ressources à bas prix et de la main-d'œuvre à bas prix. Nous avons coincé nos salaires. Vous savez, quand moi je suis expert en ressources humaines, il faut lire nos grilles salariales. Elles sont rudimentaires. Elles ne rétribuent pas convenablement la force du travail. Ça veut dire que nous exportons nos produits à bas prix. Nous les exportons à bas prix parce que nous payons très bas nos salaires, mais également parce que nous sommes pris au otage d'un système financier mafieux à l'échelle internationale, où nous dévaluons les monnaies pour accéder à nos ressources au plus bas prix. N'oubliez pas que chaque dévaluation est criminelle parce que ça permet aux autres de s'enrichir sur le dos de ceux qui produisent.
Et enfin, je voudrais finaliser en disant, faites attention, le débat n'est pas gouvernemental, le débat n'est pas humain, le débat est institutionnel. Nous devons mettre en place des institutions citoyennes. Moi, je vais vous inviter à une petite pause de quelques minutes pour assurer quelques annonces commerciales. C'est notre gagne-pain, bien sûr. Par la suite, on donnera l'occasion à nos chers invités d'intervenir. Donc, une pause et on revient. Bonjour à tous, merci pour cette séance de réflexion. Hatem Khalfallah, Bureau National Connect, chef d'entreprise. Au fait, aujourd'hui, j'ai bien aimé d'ailleurs l'introduction de M. Francis, ça me rappelle ma jeunesse. Au fait, feu mon père était député à l'Assemblée constituante et président de l'UNAT. Pourquoi je dis ça? C'était des jeunes de 30 ans qui géraient le pays. Et c'est dommage aujourd'hui qu'on rate notre jeunesse. Vous avez entièrement raison, exactement. Tout à fait. Le patron de Jeune Afrique qui était ministre. Exact. Voilà, Ben Ahmed et tout ça. à l'âge de 22, 23 ans, c'est vrai. En cette période, on parlait de l'école de l'olivier. Et aujourd'hui, on continue à vendre notre huile d'olive en vrac. C'est bien dommage. On a raté la coche. À propos des villes, etc. Moi, je trouve que des plans d'aménagement du territoire qui traînent pendant des années et des années, c'est normal qu'aujourd'hui, on trouve des villes mortes et non vivantes. Le citoyen a besoin de bien-être. Ailleurs, en Occident, on trouve un petit patelin, on trouve le café, le restaurant, le cinéma, etc. C'est bien dommage qu'on a raté nos villes. Bon, la faute, c'est pas seulement à l'État. Au fait, c'est au privé. On parlait de développement régional. Au fait, il y a des régions assez riches. Mais c'est le privé qui peut développer sa région. Il y a des régions, les gens sont assez riches, mais ils investissent ailleurs. Ils partent vers Tunis, ils partent vers Sousse et ils laissent leur ville. Et là, c'est bien dommage. Notre erreur en Tunisie, on laisse les choses traîner et on ne prend pas de décision rapide. Exemple, l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on importe 70% du gaz pour produire de l'électricité. On a parlé de 30% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on est à 3%. Pourquoi on a raté cette occasion? On parle de tourisme et on bloque notre aérien. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir l'open sky? C'est bien dommage. On ne peut pas protéger une compagnie aérienne qui cause un problème pour le Tunisien, c'est-à-dire avec des retards, avec un manque d'avions, avec tout ça. Tout ça, il faut prendre des décisions rapides et immédiates. On ne peut plus continuer comme ça. C'est bien le moment d'avancer. Bonjour, donc c'est Mohamed Ben Mahmoud, donc ancien cadre supérieur de banque à la retraite, président du réseau de l'économie sociale et solidaire Plates. Je dois commencer par remercier pratiquement les organisateurs et à cette chaîne de télévision qui a eu l'audace d'ouvrir ce forum de débat qui ne peut être que positif en matière d'impact pour le pays. Et je souhaite pratiquement voir les médias, de manière générale, pratiquement adopter cette politique. Alors, par rapport à nos experts et leurs interventions, j'ai l'impression qu'il y a pratiquement presque unanimité autour des problématiques. Le plus important, à mon sens, c'est de proposer des solutions. Le chantier, il est colossal. La Tunisie passe par une période assez difficile, assez grave même, sur le plan financier, économique et social. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir les débats pour que les Tunisiens puissent s'exprimer quant aux solutions à préconiser et à mettre en place, et surtout quant à l'opportunité de mettre en place un plan de salut national pour arrêter cette dégradation fulgurante de notre économie et de nos acquis. Alors, à mon sens, les problématiques, je peux pratiquement résumer
les résumer comme suite. Je placerai le premier problème en Tunisie, la corruption généralisée et qui prive l'État de recettes fiscales conséquentes. Je parlerai de changement climatique, je parlerai de l'eau, c'est stratégique. Je parlerai de l'absence d'une vision. Je parlerai de l'école publique et des 100 000 scolarisés qui abandonnent les bancs de l'école primaire. Je parlerai de la santé et surtout publique. Je parlerai du transport. Et je suis un peu écolo en la matière. Je suis venu avec mon vélo. Je fais tout pour me comporter en tant que citoyen et non pas en tant que sujet. Parce que, certes, il est bon de parler, de développer des idées, d'analyser, de proposer des solutions, mais aussi il est bon d'agir. Madame. Je remercie tous les organisateurs ainsi que les intervenants pour ce débat fort intéressant. Je me présente Leila Mellouli, assistante à l'IHEC Sousse. Ma question est précise. Les choix sectoriels constituent le cœur de tout modèle de développement. Le tourisme qui occupe une place importante dans notre... le choix sectoriel constitue le cœur de tout modèle de développement. Le tourisme qui occupe une place importante dans notre stratégie de développement peut-il continuer à le faire dans le contexte actuel? Et merci. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Meher Gaïda, mon cher confrère et collègue, M. Abdeltif Benhedia de la chaîne Tunesna. Donc je me présente, Karim Septom, expert comptable. Donc je voulais un peu parler du modèle économique de développement, le fameux modèle économique. Je pense que jusqu'aux années 70, on a pris le bon chemin et on n'avait pas vraiment le choix. Le modèle était basé sur la partie industrielle du temps de Hedi Nouira. Mais le problème, c'est le virage qu'on a raté. C'est le virage de l'évolution de ce modèle. C'est-à-dire, je m'explique. En effet, l'économie mondiale, elle a progressé par rapport au commerce international et aux finances, alors qu'on est resté dans le modèle industriel de l'outsourcing. Et cela a duré au moins une vingtaine d'années, et ça dure jusqu'à maintenant. Et on n'a pas essayé réellement de profiter du mouvement de globalisation économique vers les activités de services et les activités technologiques. Et l'épuisement du modèle tunisien, il a pris une importance, une acuité importante, surtout avec l'augmentation de la globalisation mondiale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en sortir, parce qu'aujourd'hui, le monde, il est basé sur d'autres sources de richesse qui sont la technologie, le commerce et les finances. Et on peut citer l'exemple de l'État cité qui est Singapour, qui a pris à peu près le même chemin que la Tunisie jusqu'aux années 70. Et à un certain moment, ils ont commencé à ouvrir leur économie aux IDE, à mettre en place un commerce international asiatique. Aujourd'hui, Singapour concentre 46% des sièges des grandes multinationales asiatiques. La qualité de vie à Singapour est parmi les 5 meilleurs pays au monde. Et pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé sur les aspects, les fondamentaux, le commerce international, les finances, la technologie et l'enseignement. Et nous, ces aspects-là, on les a ignorés. Pourquoi on les a ignorés? On les a ignorés, à mon avis, pour des raisons, en premier lieu, idéologiques. Et j'insiste sur ce point-là. On a toujours voulu créer des systèmes tunisiens. On a toujours tunisifié les mécanismes économiques, les textes de loi. On les a adaptés on a cru les adapter à des contextes tunisiens, on les a déformés par rapport à leur nature. Jusqu'aux années 2000, c'était possible de gérer ça à travers une économie qui était maintenue artificiellement. Mais avec l'augmentation de la globalisation et avec l'évolution de la technologie, ce modèle ne pouvait plus tenir. On ne peut plus aujourd'hui tenir des règles ou des réglementations en matière économique qui sont
au-delà de ce qui se passe dans le monde, parce que le monde est devenu, comme a dit si Meher Gaïda, très globalisé. Et les échanges sont devenus très importants. Nous avons des contraintes importantes. Et les experts comptables le savent très bien. La loi de change. La loi de change, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée une économie artificielle. C'est-à-dire que vous avez une monnaie qui est maintenue selon des artifices, alors qu'elle n'a pas la valeur réelle de cette monnaie. La loi de change, on a voulu la réformer. On est dans le cadre d'un projet de réforme de la loi de change, alors qu'on sait pertinemment que cette réforme-là ne peut pas aboutir. Pourquoi elle ne peut pas aboutir? Parce qu'il faut supprimer le contrôle de change. Il n'y a pas de possibilité de maintenir un contrôle de change. Il faut le supprimer complètement et en subir les conséquences pendant un certain temps pour refléter la valeur réelle de notre économie. Et la monnaie, elle reflète la valeur des richesses, la manière avec laquelle on décompte les richesses. Et aujourd'hui, on maintient un système qui nous permet de vivre dans notre bulle économique. C'était possible avant, avec les mécanismes actuels, mais avec la globalisation, ça ne peut plus tenir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je suis donc à Ali Boubou, serial entrepreneur technologique. Merci pour l'invitation. Vraiment, ça a été enrichissant, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et moi, la seule chose que j'ai à ajouter, c'est que nous devons ouvrir ce pays à la jeunesse. Il n'y a pas d'autre issue que celle-là. Je pense qu'il faut prôner rapidement de revenir au système du ministère du Plan pour planifier, parce que ça ne peut plus durer cette Tunisie qui se bat à cause de l'économie de rente sur 40-45 milliards de dollars, alors que si on ouvre le jeu, on va passer à 50 et 55 et 60 et 65 et on peut aller très très loin, parce que cette jeunesse est brimée et on est en train de la foutre en l'air en la jetant à la mer. Voilà ce que j'ai à dire. On va passer à la parole de la fin. On va faire le tour de la table en guise de parole de fin. On va commencer avec Dr Rafa. Chacun de nous va prendre 2 à 3 minutes. Merci, je vais être assez rapide. Moi, je dirais qu'il y a un triptyque du salut pour que la Tunisie s'en sorte. Le triptyque des 3 R. Réaménagement du territoire, réforme de l'école et enfin la ressource eau. Si on parvient à créer un système qui met en interdépendance, c'est le terme qu'il faut adopter maintenant, une école qui crée de la création et de la créativité, une ressource en eau qui est considérée comme étant une ressource stratégique et non un bien, et un réaménagement du territoire qui pose comme fondement que ce pays-là n'est pas une île, n'est pas un archipel, c'est un pays qui fait partie d'un grand ensemble qui s'appelle le Maghreb, et que si nous voulons réellement maintenant offrir une perspective à nos enfants, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, en Libye et même au-delà, il va falloir que ce Maghreb-là soit construit. Parce que qu'est-ce qu'on dit en géopolitique? Si vous n'allez pas vers les marches de la configuration géopolitique, c'est cette configuration géopolitique qui vient vers vous. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le problème de la migration clandestine, c'est une manière avec laquelle la géopolitique a répondu au déni géopolitique dans lequel la Tunisie a vécu pendant près d'une décennie après la Révolution. Je terminerai avec un point qui me tient à cœur. C'est ce qui se passe en Libye. L'intervenant qui a parlé justement de la Libye, de ce qu'elle présente comme opportunité, rien que dans le secteur bancaire. La Libye n'a pas un secteur bancaire, elle a un secteur de prédation de la ressource financière. C'est très différent. Et si la Tunisie prend en main réellement l'intégration au sein de la Libye avec ses banques, nous ferons la différence. Merci. Merci beaucoup. Sitala. Je vais plaider pour je vais plaider pour ma paroisse, donc pour le tourisme. Simplement, le tourisme a existé et existera, parce qu'il a toujours existé un besoin de voyager, d'aller ailleurs, qu'il ait été conçu d'abord
pour que les autres viennent chez nous. Donc, l'infrastructure touristique a été conçue comme un annexe des besoins de voyage des pays développés. Que ce modèle-là se soit arrêté ou ait besoin de changer, il est en train de changer. Je précise que aujourd'hui, la barrière entre tourisme intérieur et tourisme extérieur est en train de tomber, tout simplement, entre autres, à cause, c'est un des changements majeurs bénéfiques de la crise du Covid, et que ce besoin et ce tourisme-là doit être modifié pour contribuer à corriger un des défauts majeurs qui est sa concentration. Mais il y a les moyens et il y aura, j'espère, la volonté et les programmes de corriger que le tourisme ait contribué, comme tous les autres secteurs, aux déséquilibres régionaux du pays. Et il y a à faire, et il y a déjà des programmes pour remédier à cela. Merci beaucoup, Sitar. Merci beaucoup. Quand on parle de l'eau, c'est très difficile de faire une conclusion, mais j'apprécie ce qui a été dit et je confirme, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sirafa. Et l'eau, c'est la vie et on ne peut rien développer sans eau. Et on ne peut pas produire sans eau puisque c'est Mohamed a parlé de l'alimentation, donc l'eau. Et produire sur le territoire va devenir de plus en plus difficile, il faut en être conscient. Avec le changement climatique, il va y avoir une diminution de superficie favorable à la production alimentaire au sein de notre pays. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Je vais vous donner quelques chiffres juste pour trois chiffres. La Tunisie importe 32% de son empreinte eau quand elle importe le blé, le sucre, etc. Je vais vous étonner quand je vous dis la France en importe 47% de son empreinte eau. Malte, qui a très peu d'eau, importe 91% de son empreinte eau, c'est-à-dire l'eau qu'il lui faut pour vivre, pour faire fonctionner son économie. L'empreinte eau, c'est la somme de l'eau produite sur le pays, l'eau bleue qui est contenue derrière les barrages ou souterraines, l'eau verte que retient le sol, qui sont des milliards de mètres cubes d'eau. Si vous n'avez pas ce sol ou s'il est perturbé ou dégradé, vous n'aurez pas cette eau, et l'eau virtuelle qui est importée à travers toutes les importations. Malte importe 91%. Ça veut dire que tout dérèglement va impacter tous les pays et une nouvelle reconfiguration en termes de commerce, de production, etc. va avoir lieu. D'où l'importance de considérer ce qu'a dit Sirafa, l'eau en tant qu'élément stratégique de développement. Et l'eau en tant qu'élément stratégique en Tunisie, c'est fini les eaux de surface. Je le dis par rapport à mon expérience et par rapport à l'évolution du climat et les prévisions en termes de déséquilibre de l'eau et donc moins d'eau, donc moins d'apport. Je vous donne un exemple. Cette année, on a moins 40% de pluviométrie par rapport à l'année dernière, par rapport à la moyenne, pardon, mais on a moins 60% d'apport dans les barrages. Parce que la quantité d'eau qui est tombée n'est pas suffisante pour produire des écoulements pour que l'eau soit stockée. Et ça va être comme ça dans le futur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des inondations catastrophiques parce que l'eau dans le futur va tomber dans deux endroits où vous n'avez ni barrage ni conduite de transfert. Donc ce qui est stratégique, ce sont deux éléments. L'eau souterraine, sur laquelle il va falloir mettre des compteurs, bien la suivre, bien la gérer, éviter l'accès illicite, parce que l'eau, contrairement à tout ce qu'on peut dire, l'eau, c'est politique et l'eau, c'est le pouvoir. Solta, c'est l'eau. Que dire après tant de propos pertinents? Je reviens à ce que disait Kérim. On a effectivement une problématique en Tunisie. Est-ce qu'on doit adapter ou adopter? Est-ce qu'on doit tout tunisifier? Perdez votre temps à tunisifier et vous allez voir que le train va s'enfuir. Vous devez parler le langage du monde, le langage financier, le langage économique, vous devez parler anglais, vous devez parler mandarin, vous devez utiliser les codes internationaux si vous voulez vous développer. Première chose. Deuxième chose, il faut comprendre que nous sommes, et je rejoins
dit, dans un capitalisme vorace, c'est-à-dire consommer sans fin, peu importe la ressource. Par contre, nous pouvons aller dans un capitalisme humain, c'est-à-dire préserver la biodiversité et devenir un hub écologique tunisien parce que nous avons les attributs du bien-être en Tunisie et on peut attirer tout le troisième âge chez nous de manière tout à fait aisée. Troisièmement, il faut revoir le rôle de l'État. Le rôle de l'État n'est plus cet État-providence des années Bourguiba. Aujourd'hui, on a marginalisé le rôle de l'État au profit de lobbies qui ont pris et qui ont privatisé l'eau, l'école, la santé, le transport, etc. Que fait l'État dans tout ça? L'État doit revenir à sa souveraineté nationale. L'État doit revenir à un arbitrage dans l'intérêt du citoyen, pas dans l'intérêt des lobbies. Aujourd'hui, l'État joue le rôle de son propre lobby, qui est l'administration, et joue le rôle de certains lobbies qui votent des lois en sa faveur. L'État, entre autres, parle de réforme. J'en ai marre de parler de réforme. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on parle de réforme. Elles ne s'arrêtent jamais, ces réformes. Vous n'avez pas dit quand est-ce qu'on va arrêter cette réforme? Quand est-ce que vous sortez ce papier? Le régime de change, ça fait combien d'années qu'on en parle? Depuis les années 70, on veut le réformer. Il est toujours en réforme, toujours en étude. À un certain moment, il faut vous dire, oh, arrêtez, arrêtez. Et je suis d'accord, la vision, elle doit être inscrite sur le marbre, votée par loi, et faire feuille de route pour les 20, 30 prochaines années, moyennant des ajustements. Donc je suis d'accord qu'il faut revenir à un plan, à un ministère du plan, qui puisse prendre une feuille de route et l'imposer aux différents gouvernements, pour qu'on n'efface pas et qu'on change de direction, et comme si on n'a aucun acquis dans notre histoire. La monnaie, effectivement, Kélim, si on va ouvrir notre monnaie, je rappelle du temps de Hedi Nuira, un dinar valait 3 $. Aujourd'hui, 1 $ vaut 3 dinars. La monnaie, malheureusement, nous sommes dans un marché vorace. Avec notre petite monnaie, avec notre petite économie, si nous sortons dans ces turbulences-là, nous serons happés et spéculés par le marché international. Donc il faut faire très attention là où nous mettons les pieds, parce que nous sommes dans une économie de plus en plus vorace. Est-ce que nous en avons les attributs? Est-ce que nous avons les systèmes et les codes pour gérer ce capitalisme financier des pires qui puissent exister? Et l'un des capitalismes qui a été fait, c'est le découplage en 1973 par Nixon du dollar par rapport à l'or, pour le mettre en pétrodollar, pour pouvoir dominer le monde et donc dominer l'énergie. Et là, je viens à l'énergie. L'énergie, c'est pas des forces occultes. Et donc l'énergie, si vous voulez effectivement gagner la bataille de l'eau, il faut d'abord gagner la bataille de l'énergie. Parce que l'eau, vous ne pourrez pas l'extraire, vous ne pourrez pas la pomper, vous ne pourrez pas la distribuer si vous ne maîtrisez pas l'énergie. Que fait la Tunisie en termes de mix énergétique? Ce qui est ridicule, ça fait 20 ans que nous sommes en train de dire que nous devons atteindre 30% du mix énergétique venant des ressources naturelles, renouvelables. Eh bien, nous sommes à peine à 2,7%, 20 ans après. Alors, exactement, on a un problème. D'abord, quelles sont nos réserves potentielles? Quelles sont les nouvelles technologies? Qu'avons-nous fait avec le solaire? Qu'avons-nous fait avec le solaire? Comment peut-on laisser encore des lobbies maîtriser une énergie gratuite dont nous sommes l'un des meilleurs sites au monde, dominer et verrouiller le système en faveur de quelques-uns? Et surtout, le pire, et ce qui est criminel, c'est de le verrouiller au profit des étrangers qui vont venir investir les principaux équipements et priver les nationaux de leur capacité d'apprentissage, leur capacité de production, leur capacité de distribution. Je vais commencer par Waldi. Ça, c'est un de mes livres, il s'appelle Al-Masalek al-Zaïfa, les fausses pistes. Si tu le trouves, malheureusement, il n'existe plus sur les marchés. Akra. Parce que tout ce que tu as dit relève de Al-Masalek al-Zaïfa. Tu parles de globalisation. Est-ce que tu te rends compte qu'on est en voie de déglobalisation et qu'on va vraiment déglobaliser, que c'est peut-être la fin
la fin de la mondialisation, et tu verras ce que je dis. Je suis un homme de science et j'ai même vénère la rigueur. Vous savez qu'est-ce qu'un homme de science digne de ce nom? C'est quelqu'un qui est d'une rigueur absolue. Je ne dis pas je ne lance pas de la fumée. Quand j'ai dit ce que j'ai dit, je ne parle pas de force occulte, Sahara, tahta tawla. Il a dit déjà quelque chose. Tu penses qu'à ce rythme-là, tu pourras vendre une chaussure sans passer par Google? Est-ce que tu imagines qu'aujourd'hui, on ne peut qu'ils détiennent toutes les ficelles de la clé, ça veut dire de la commercialisation? صحيح ولا لا؟ Je ne parle pas de Sahara ou de la franc-maçonnerie. Non, c'est des... Allez, je t'ai montré ce livre, je n'ai pas l'autre, qui est en français, qui est un livre d'économie et qui a été préfacé par Mustapha Nebli. Je ne sais pas si vous connaissez Mustapha Nebli, mais c'est un monsieur d'une raideur et d'une rigueur absolue, surtout sur le plan scientifique. Et dans sa préface, Mustapha Nebli, il a dit que l'une des innovations, c'est sa définition de la domination. Vous savez ce que c'est une économie dominante? Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Empire, ça veut dire les États-Unis. Une économie dominante, c'est une économie, et les taxes l'arzaq. C'est eux, GAFAM, qui décident quelle est ta part de ce que tu gagnes, et de ce que tu produis, et de ce que tu vends. Le monde est un autre monde, et je viens de faire une conférence dans un séminaire il y a 2 jours, qui s'appelle « Est-ce que notre savoir est périmé ?» Ça, c'est pour le premier point. Et le deuxième, le tourisme, madame, et je partage ce que vous avez dit. Je sais, la question que vous avez posée, c'est votre sujet de thèse, à laquelle j'ai assisté à la soutenance. Et vous avez répondu partiellement, mais je vais vous répondre encore plus loin. Vous avez répondu dans votre thèse, si mes souvenirs sont bons, vous avez dit, vous avez fait une approche remarquable parce qu'elle est nouvelle. Elle a examiné la résilience du secteur. Je dis à la résilience, c'est la capacité du secteur à réagir après une crise. Et pour son travail empirique, elle a choisi une crise globale, c'est-à-dire qui touche tout le monde, pour pouvoir comparer les pays. La crise financière de 2008. Et vous avez, si je me rappelle bien, vos résultats, c'est que le secteur touristique est plus résilient que l'agriculture et que l'industrie, qui étaient les deux plus résilients, c'est-à-dire qu'ils encaissent très durement les chocs, mais qu'ils s'en remettent beaucoup plus rapidement. Donc, à partir de là, vous concluez que c'est un secteur, parce que ça va être ça la valeur d'un secteur. La valeur d'un secteur, c'est que c'est un secteur, aujourd'hui le monde bouge beaucoup, comme tu dis. Les chocs sont là. La qualité première d'un choix sectoriel, c'est la résilience. C'est ce qui fait la durabilité, ce qui fait la pérennité. Et vous avez montré que le tourisme, que la Tunisie est le 2e pays sur un échantillon d'une 40aine, où le secteur le plus résilient après la Russie. Bien, merci. Un dernier mot à propos de modèle. On parle de modèle comme si c'est quelque chose qui se décide. Un modèle ne se décrète pas. Un modèle, c'est le produit de forces sociales qui sont derrière, etc. Aujourd'hui, même si on a de bons choix, on se dit qui les mettra en œuvre et qui sera derrière et quelle force sociale. Et ça, c'est très important. Merci. Merci beaucoup, Sidi. Professeur Guilles plutôt, pardon. Je vous laisse la parole de la fin. Oui, je pense que devant ce déluge d'informations et d'analyses, c'est difficile. Je dirais simplement que ce qui a provoqué le changement, la chute de M. Ben Salah, plus que n'importe quoi d'autre, c'est un rapport de la Banque mondiale commandé par les Américains et qui constatait l'échec de cette politique. Et c'est ça qui a fait que Bourguiba a compris, volance-nolance, qu'il fallait changer d'étape. Donc c'est un cas d'intervention américaine qui n'est peut-être pas plus mauvais. Enfin, bon, ce n'est pas toujours le cas avec les Américains.
Mais de toute façon... Je crois que vous avez interviewé Bourguiba là-dessus. Non, pas sur la question de la Banque mondiale. Non, mais j'en ai longtemps discuté avec des gens comme Smail Khalil, des gens qui connaissaient bien cet épisode-là. Mais de toute façon, que vous soyez la proie d'appétit étrangers, c'est vraiment pas nouveau. C'est les rapports internationaux depuis la nuit des temps. Alors, soit les Américains, aujourd'hui les Chinois, les Turcs. On peut se plaindre des Français. Demain, vous aurez les Turcs sur le dos. Est-ce que ce sera mieux? J'en doute. Donc, de toute façon, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. C'est à vous de réfléchir. Et surtout, c'est à vous de mettre des priorités. Ça, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, il faut décider que, bon, on prend le numérique, on prend l'agriculture, qui est un sujet extrêmement compliqué, mais on prend 2 ou 3 sujets, 2 ou 3 choses, et puis on édicte des règles simples. Interdire aux privés, dans les grands groupes familiaux, d'être dans les conseils d'administration des banques, c'est une mesure simple. Ben, ça nettoie le carreau. Il y a des choses extrêmement simples, où vraiment on annonce la couleur, et on le fait, même s'il y a de la casse. Mais si on ne l'annonce pas, c'est comme la corruption. La corruption n'est que le résultat d'un système dysfonctionnel en soi. Ça, voilà, c'est la maladie. C'est l'exemple. Bon, donc, vraiment, votre destin est entre vos mains. Parce que si on regarde l'Europe, pendant des décennies, la Tunisie avait une image de pays sympathique. Vous aviez émancipé les femmes, il y avait les serveurs au café avec un bouquin de jasmin sur l'oreille. Ça avait ce côté un peu néocolonial, peut-être, mais enfin, bon, voilà. En 2011, il y a eu un grand intérêt. Et puis l'intérêt s'est dissipé au bout de 2 ou 3 ans pour des raisons de développement interne de ce qui s'est passé en Tunisie, puisque beaucoup de gens, enfin en Occident, parmi les décideurs, il y a des gens qui ont cru que les islamistes pouvaient jouer un rôle utile, et puis ils se sont rendus compte que c'était plus compliqué que ça. Bref, donc l'Occident aujourd'hui, moi je dirais que depuis 8-9 ans, l'Occident se désintéresse de la Tunisie. Parce que le problème que vous avez à Tunis, c'est pas qu'à Tunis, à Alger, de long en grand, c'est de penser qu'on est le centre du monde. Mais les gens ne passent pas leur temps à regarder Tunis. La plupart des gens s'en fichent complètement, même des gens qui suivent la Tunisie. Tout le monde est face à des changements tellement brutaux, on est face à 2 guerres en ce moment, on est face à une puissance russe qui est revenue en grand, on est face à une Chine qui à mon sens est dangereuse, on est face à des États-Unis où la politique intérieure est vraiment devenue horrible. Donc les gens ne regardent pas la Tunisie. Et quand on a demandé, moi j'ai demandé à plus d'une reprise à la Banque mondiale, au FMI ou à Bruxelles, pourquoi qu'après 2014, quand il y avait des plans d'ajustement ou de réforme, on vous prêtait de l'argent. Et moi, j'ai toujours dit que les dirigeants tunisiens n'avaient pas la moindre intention de faire des réformes. Ils font la danse de la Saint-Guy, ils sont très bons pour faire le karakouz, mais en fait, ils n'ont jamais eu la moindre intention de faire des réformes. Et puis 3 ans plus tard, on revient, il faut faire un nouveau plan, et on préconise la même politique libérale, disait moins d'État, plus de privé. On fait ça depuis 1985. Et l'afflux des investissements privés n'est pas au rendez-vous. Donc il y a un problème de l'État. Il y a cet État rentier qui a été décrit de 1000 façons, cet État où tout le monde est chez l'autre, on ne sait pas qui fait quoi, où les privés, est-ce que c'est les privés qui dominent l'État ou les fonctionnaires qui manipulent les privés? En fait, on n'en sait rien. Bon. Donc, si vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans votre structure, dans votre système, et que vous n'arrivez pas à prendre quelques décisions importantes, je pense que personne ne viendra le faire pour vous. Et ensuite, aller se plaindre que le Qatar, la Turquie, la France, bon, vous savez, les relations, ce que j'ai vu, les relations internationales, surtout en Méditerranée occidentale ou avec les Américains ou les Russes, les relations internationales sont d'une très grande brutalité. Ce n'est pas un jeu de salon, ce n'est pas un jeu de cartes. Mais il faut pouvoir avancer des arguments. Or, ce qui me désespère le plus dans le cas de la Tunisie, depuis une dizaine d'années, c'est que les Tunisiens pouvaient dire à la Banque mondiale, on n'est pas d'accord avec vous, au FMI, mais voilà ce que nous proposons.
Et je ne suis pas sûr que la Banque mondiale ou le FMI auraient dit sortez, partez. Non, je pense qu'ils auraient écouté. Donc il faut vous-même présenter des choses, et d'autant plus que la doxa de Washington, le fameux consensus de Washington, moins pour l'État, plus pour le privé, le conseiller du président pour la sécurité, Jack Sullivan, a déclaré que le consensus de Washington était mort. Il l'a fait à Washington en février ou mars de l'année dernière, à l'Institut Brookings. Donc personne n'y croit plus. Le FMI et la Banque mondiale continuent de l'appliquer parce que peut-être c'est un défaut d'imagination, mais je crois surtout quand je pense à Bruxelles, c'est qu'il y a une immense frustration avec les politiques tunisiens. Une immense frustration parce que moi j'ai plaidé il y a quelques années pour qu'on donne un coup de sifflet, qu'on dise voilà, vous voulez un autre prêt, voilà les conditions, et puis on voit ce qui se passe. Mais jamais la Tunisie n'est venue avec des idées nouvelles en disant on n'est pas d'accord sur ça, voilà ce qu'on va faire. Jamais. Alors on est dans un genre de débat j'ose même pas dire de sourd, mais d'indifférence. Parce que le pire, c'est l'indifférence. Et tant que vous êtes en un morceau, en quelque sorte, que vous ne fichez pas le camp par en bas, ni les Français, les Italiens, ils mènent leur politique en fonction de leurs intérêts, c'est les immigrants. Donc ils viennent en Tunisie, Mme Meloni vient, elle joue son jeu, etc. Parce que stopper les immigrants, c'est n'importe quoi, de l'argent, tout ce qu'on veut. Parce que c'est ça le problème immédiat. Les Français, je n'ai aucune idée de ce qu'ils fabriquent. Les Allemands, ils désapprouvent, je les ai vus il y a quelques mois, ils désapprouvent ce qu'ils appellent le manque de démocratie. Bon, moi je leur ai dit, pourquoi vous ne vous plaignez pas il y a 10 ans, quand Narda était au pouvoir et faisait certaines choses, on ne vous entendait pas, vous expliquez que Narda était bien bon. Donc les gens sont très confus, et puis surtout, on a une guerre en Ukraine, une guerre à Gaza, sans parler de tous les autres problèmes. Donc on n'a jamais eu une guerre sur le sol européen, à part les Balkans en plus petit, depuis 1945. Ce qui se passe à Gaza est inédit et on n'a aucune idée où on va. Donc c'est à vous de prendre votre destin en main. C'est pas les autres, quelle que soit la bonne volonté des autres. Moi, si un jour je devais me présenter, si je vais me présenter maintenant à Bruxelles ou devant un séminaire ou tout ça, à dire quelle est la politique économique de la Tunisie, ben, j'en sais rien aujourd'hui, j'en savais rien il y a 5 ans. Donc moi, je suis, moi je regarde et puis j'attends qu'on veuille bien me dire, voilà la feuille de route qu'on aimerait faire. Et ce n'est pas le manque d'ingénieurs, d'hommes d'affaires, de gens éduqués en Tunisie. Au contraire, c'est plutôt le contraire. Bon. Voilà, donc on attend. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très, très intéressant. Vous avez droit à cet applaudissement. Sur ce, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous saluer, qu'à vous remercier pour votre patience. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir et merci.